Dans un climat déjà tendu au sein de la monarchie britannique, la récente déclaration du roi Charles III a provoqué un véritable séisme à Buckingham Palace. Le souverain, affaibli par la maladie et conscient de la fragilité de son règne, a pris la parole dans un communiqué d'une gravité rare. Au cœur de cette annonce, l'avenir de la reine consort Camilla, sa compagne de toujours, dont le rôle au sein de la couronne semble désormais scellé. Mais derrière les mots mesurés d'un roi fatigué, c'est une onde de choc émotionnel et politique qui s'est abattue sur la famille royale, réveillant rancune, vieilles blessures et divisions internes. La reine Élisabeth II, si elle vivait encore, aurait-elle toléré ce choix? Selon plusieurs proches, même de son vivant, elle aurait été hors d'elle. La déclaration d'un roi malade, entre devoir et désespoir. Lorsque le roi Charles III est apparu, ce soir-là, devant les caméras installées dans le grand salon de Clarence House, le silence dans la pièce avait quelque chose de solennel. Le souverain, vêtu d'un costume sombre et d'une cravate bleu nuit, s'est exprimé avec lenteur, comme s'il pesait chaque mot. Son visage, visiblement marqué par la fatigue, a trahi ce que le communiqué officiel allait bientôt confirmer. L'heure n'était plus à la politique monarchique, mais à la confession d'un homme. Camilla sera ma seule héritière morale, la gardienne de l'esprit de ce règne, a-t-il déclaré d'une voix basse et vibrante. En quelques secondes, le ton était donné. Ce message n'était pas seulement administratif, il était intime, presque testamentaire. Selon plusieurs correspondants royaux présents à Londres, le texte n'aurait subi aucune modification du service de communication du palais. Charles l'aurait rédigé lui-même dans les jours précédents, malgré l'opposition de certains de ses conseillers qui jugeaient l'annonce trop personnelle et trop prématurée. Un proche du roi confie: il voulait reprendre le contrôle de son récit, ne plus être ce roi malade qu'on décrit dans les journaux, mais un homme capable de décider pour ceux qu'il aime. Depuis plusieurs semaines, la santé du souverain est au centre des spéculations. Les tabloïds évoquent des traitements intensifs, des absences prolongées aux réunions d'État et un agenda allégé. Les images diffusées ces derniers mois, montrant un Charles affaibli, ont nourri l'inquiétude du public. À cela s'ajoute la pression d'un règne encore jeune, mais déjà confronté à une lassitude institutionnelle. L'après-Élisabeth II reste une page difficile à tourner. Dans ce contexte, la décision de consacrer Camilla comme figure de continuité s'explique par un mélange de pragmatisme et de fidélité sentimentale. Pour le roi, elle incarne la stabilité, celle qu'il a cherchée toute sa vie, au prix d'une longue bataille contre l'opinion. Pourtant, cette déclaration a immédiatement soulevé un dilemme. Où s'arrête le rôle de l'épouse et où commence celui de la souveraine? Des experts en protocole royal rappellent que, traditionnellement, la reine consort n'a aucun pouvoir au-delà du décès du roi. Elle n'est ni régente ni co-souveraine. Son influence repose uniquement sur la symbolique. Mais dans le cas de Camilla, cette symbolique prend une dimension inédite. Depuis qu'elle a été officiellement reconnue comme reine consort lors du couronnement, elle a discrètement renforcé sa présence publique. Discours auprès d'associations, déplacements diplomatiques, participation à des conseils culturels. Le geste de Charles revient donc à institutionnaliser cette évolution, à lui donner une légitimité durable. Cependant, l'acte a aussi un parfum de rupture. En 2005, lors de leur mariage civil, le couple royal avait publiquement assuré que Camilla ne porterait jamais le titre de reine, mais celui plus modeste de princesse consort. Élisabeth II elle-même, dans un rare communiqué avant sa mort, avait fini par accepter le terme de reine consort, mais à la condition tacite qu'il ne dépasse pas la durée du règne de son fils. La nouvelle déclaration de Charles rompt cet équilibre fragile, comme s'il effaçait la réserve posthume de sa mère. Les réactions ne se sont pas fait attendre. La BBC a interrompu ses programmes pour commenter en direct la teneur de l'annonce. Le Times a titré sobrement: Un roi prépare l'avenir de son cœur.
Quant au Daily Mail, il a évoqué une déclaration d'amour camouflée en acte constitutionnel. Dans les heures qui ont suivi, les réseaux sociaux ont explosé de commentaires contradictoires, admiration, scepticisme, parfois colère. Beaucoup ont rappelé que Charles, à l'époque du divorce avec la princesse Diana, avait promis une monarchie tournée vers la transparence et l'équité. Aujourd'hui, certains y voient au contraire un retour du favoritisme familial. Pourtant, les sources internes au palais affirment que cette initiative ne résulte d'aucune manœuvre politique. Un membre de la cour, ayant requis l'anonymat, confie: « Le roi sait qu'il n'a pas l'éternité. Il voulait mettre de l'ordre dans ses affaires sentimentales avant que la maladie ne le réduise au silence. » Ces mots, à demi-mot, confirment une crainte partagée. Charles III serait affaibli plus qu'on ne le laisse entendre. Officiellement, le palais se borne à évoquer un suivi médical de routine, mais les observateurs notent la raréfaction de ses apparitions publiques et son refus récent de participer à certains engagements internationaux. Dans cette atmosphère de fragilité, la déclaration prend la forme d'un testament moral, un acte de protection envers Camilla, mais aussi une tentative de contrôle posthume sur l'image de son règne. Derrière la sobriété du communiqué se cache donc une tension humaine. Les proches du roi décrivent un homme lucide, parfois mélancolique, obsédé par la mémoire de sa mère et hanté par l'idée de laisser une monarchie inachevée. Depuis son accession au trône, il se bat contre le double fardeau de la comparaison et du temps. Ce soir-là, en prononçant le nom de Camilla avec tant d'insistance, il a voulu affirmer: son héritage ne sera pas seulement dynastique, mais affectif. Reste à savoir si le pays est prêt à suivre ce virage. Dans un contexte économique difficile, où le rôle même de la monarchie est questionné, un discours aussi personnel risque d'apparaître déplacé. Comme le note la chroniqueuse royale Sarah Hewson, les Britanniques respectent leurs souverains quand ils incarnent la stabilité, pas quand ils exposent leurs émotions. Entre l'image d'un roi malade cherchant à sécuriser la paix de son couple et celle d'un chef d'État bousculant les codes de la monarchie, l'équilibre reste précaire. La déclaration de Charles III, sous ses airs de confession, ouvre bien plus de questions qu'elle n'en résout. Car en liant à ce point le destin de la couronne à celui de Camilla, le souverain a peut-être scellé une transition émotionnelle que ni l'histoire ni l'institution n'étaient prêtes à accueillir. Camilla, la survivante de toutes les tempêtes. Au lendemain de la déclaration royale, le nom de Camilla est revenu au centre du tumulte médiatique. Celle que le grand public croyait enfin installée dans une sérénité tardive se retrouve à nouveau exposée, scrutée, jugée. À 77 ans, la reine consort n'a plus rien à prouver à personne, mais le poids du regard collectif demeure. Sa trajectoire est celle d'une femme passée du scandale à la rédemption, d'un rôle de briseuse de mariage à celui de figure institutionnelle. En confirmant publiquement son rôle d'héritière morale, le roi Charles a relancé, sans le vouloir, le débat sur la légitimité de cette place conquise de haute lutte. Une femme d'ombre devenue pilier. Quand Camilla Parker Bowles apparaît pour la première fois dans la vie de Charles, au début des années 1970, elle n'a rien d'une figure de cour. Issue de la noblesse campagnarde, cultivée et spirituelle, elle séduit le prince héritier par son humour et son naturel. Mais dans une monarchie où le mariage d'un futur roi doit avant tout servir la dynastie, leur liaison est jugée inacceptable. Charles épouse Diana Spencer, la jeune fille modèle, approuvée par le protocole, et Camilla retourne dans l'ombre. Les années suivantes deviennent un feuilleton public. Le couple royal se déchire, les médias s'en mêlent, et l'opinion choisit son camp, celui de la princesse humiliée. Lorsque l'affaire dite du Camilla Gate éclate en 1993, révélant des conversations intimes entre Charles et Camilla, la réputation de cette dernière s'effondre. Elle devient l'incarnation d'un système hypocrite, l'antithèse de la pureté de Diana. Pourtant, à contre-courant des préjugés, Camilla choisit la discrétion. Elle ne répond pas aux attaques, refuse les interviews et se consacre à des activités caritatives loin des caméras. Peu à peu, cette stratégie du silence finit par payer.
Après la mort tragique de Diana en 1997, alors que le pays est en deuil et que la monarchie chancelle, elle reste invisible durant plusieurs années. Ce retrait calculé permettra plus tard sa lente réhabilitation. L'épreuve de la réhabilitation. En 2005, lorsque Charles et Camilla annoncent leur mariage civil à Windsor, la décision choque encore une partie du Royaume-Uni. Le souvenir de Diana reste trop vif, la plaie trop récente. Mais la reine Élisabeth II, après des mois d'hésitation, donne son consentement, un geste discret mais déterminant. Ce jour-là, Camilla devient Son Altesse royale la duchesse de Cornouailles. Il lui faudra encore des années pour conquérir le cœur des Britanniques. Sous la direction de conseillers avisés, elle bâtit un profil public sobre et pragmatique. Défense des droits des femmes, soutien aux associations de lecture, engagement contre les violences domestiques. Contrairement à la plupart des membres de la famille royale, elle ne cherche jamais à rivaliser d'image ou de popularité. Une ancienne attachée de presse de Buckingham résume: Camilla a compris que la monarchie britannique n'est pas un concours de charme, mais un exercice d'endurance. Elle a survécu à tout parce qu'elle a su attendre. Peu à peu, les médias se mettent à parler d'elle différemment. De maîtresse du futur roi, elle devient partenaire loyale, puis reine de l'équilibre. En 2022, lors des célébrations du jubilé de platine, Élisabeth II rend hommage à son rôle, déclarant publiquement: Quand viendra le jour où mon fils sera roi, je sais que le peuple soutiendra Camilla en tant que reine consort. C'est un basculement historique, une bénédiction implicite. Une reine au tempérament discret mais ferme. Ceux qui la côtoient décrivent une femme sans excès, dotée d'un humour typiquement britannique, mais aussi d'une forte volonté. Derrière les sourires mesurés et les robes pastel, Camilla cache un caractère trempé. Elle gère son agenda avec rigueur, refuse les improvisations médiatiques et veille scrupuleusement à ne jamais humilier son mari par inadvertance. Dans les coulisses, certains membres du personnel royal reconnaissent qu'elle est devenue la colonne vertébrale de Charles. Sa présence apaise les tensions, son ton modéré évite les débordements. Pourtant, sa légitimité reste fragile. Chaque geste, chaque mot, chaque silence est interprété à travers le prisme du passé. Un ancien correspondant royal du Telegraph résume ainsi la situation. Camilla n'a jamais cherché le trône. Elle a cherché la paix. C'est Charles qui l'a mise sur le trône. Depuis la déclaration du roi, cette distinction prend une importance capitale. En la désignant comme héritière morale, Charles ne lui confère aucun titre légal, mais une responsabilité symbolique immense: préserver la continuité émotionnelle du règne. Ce rôle, inédit dans l'histoire moderne de la monarchie, fait d'elle une figure d'équilibre, mais aussi une cible potentielle pour les critiques. L'opinion publique, miroir divisé. Les sondages réalisés dans la semaine suivant la déclaration illustrent cette fracture. Près de 45% des Britanniques estiment que Camilla mérite sa place à ses côtés, tandis que 40% jugent inapproprié de lui accorder un rôle d'héritière morale. Les jeunes générations, plus républicaines, se montrent particulièrement sceptiques. Cette division n'étonne pas les observateurs. En voulant récompenser la loyauté d'une épouse, Charles a involontairement réveillé la mémoire d'un drame national, celui de Diana. Pour beaucoup, la comparaison reste douloureuse. Dans les tribunes des journaux populaires, les lettres affluent, oscillant entre compréhension et colère. « J'admire Camilla, mais je n'oublierai jamais Diana », écrit une lectrice du Daily Mirror. « Le roi a le droit d'aimer, mais pas de réécrire l'histoire », ajoute un autre. Face à ces réactions, Camilla demeure fidèle à elle-même. Pas de déclaration, pas d'apparition impromptue. Sa stratégie du silence reste inchangée, preuve qu'elle sait mieux que quiconque combien la parole peut être piégée dans une monarchie scrutée à chaque battement de cils, une reine entre ombre et lumière. Aujourd'hui, alors que la santé du roi inquiète et que la succession semble déjà se profiler, Camilla occupe une position singulière. Elle n'est ni régente ni héritière, mais un symbole vivant de la transition entre deux mondes,
celui d'une monarchie sentimentale, façonnée par les amours contrariés, et celui d'une institution vieillissante qui tente de se moderniser sans se renier. Pour les historiens, sa trajectoire illustre à elle seule la mutation de la monarchie britannique, de la rigidité victorienne à la complexité contemporaine. Si Élisabeth II incarnait le devoir silencieux, Camilla représente la patience silencieuse. Deux vertus différentes, mais peut-être complémentaires. Et c'est cette patience, forgée dans les tempêtes, qui pourrait bien être son atout le plus solide pour affronter la tempête nouvelle déclenchée par la déclaration du roi. Le palais en crise. William, Harry et l'héritage contesté. À peine la déclaration royale publiée, les projecteurs se sont tournés vers les deux fils du souverain. L'un, prince héritier et garant de la continuité, l'autre, fils rebelle exilé sur un autre continent. Tous deux, pourtant, ont réagi d'une manière révélatrice. Froide retenue d'un côté, distance affective de l'autre. L'annonce de Charles III, en érigeant Camilla en héritière morale, a ravivé des tensions longtemps contenues, réveillant les souvenirs d'une guerre fraternelle que le temps n'avait jamais vraiment apaisée. William. Le poids du futur roi. Pour le prince William, la nouvelle a le goût amer d'un dilemme. En tant que futur souverain, il ne peut publiquement contester une décision royale. Mais en privé, selon plusieurs sources citées par The Times, il aurait exprimé son étonnement et sa préoccupation quant à la portée symbolique du communiqué. Un proche du prince confie: William respecte profondément son père, mais il sait combien ce genre d'annonce peut diviser le pays. Il aurait préféré un message plus neutre, centré sur la continuité de la couronne, et non sur la reconnaissance personnelle de Camilla. Au sein de son entourage, certains redoutent déjà les conséquences à long terme. Camilla, en devenant une figure morale officielle, risque de brouiller la hiérarchie institutionnelle du futur règne. Si elle reste active après la disparition du roi, cela pourrait compliquer la transition vers le règne de William. Les médias chercheront des comparaisons, des rivalités, des symboles contradictoires. Analyse la journaliste britannique Penny Junor, spécialiste de la monarchie. Derrière la prudence de façade, le malaise est réel. William a grandi dans l'ombre du drame parental, témoin direct de la souffrance de Diana et de l'humiliation publique de sa mère. La réhabilitation officielle de Camilla a toujours été pour lui un sujet sensible. Ses proches affirment qu'il a appris à composer avec, sans pour autant l'accepter pleinement. Pour William, la monarchie est un service, pas un héritage sentimental, résume un conseiller. Harry. La distance du fils en rupture. De son côté, le prince Harry n'a pas tardé à commenter la nouvelle, par le biais d'un bref communiqué transmis par son porte-parole à Los Angeles. Mon père a toujours eu un grand cœur, mais parfois, ce cœur le pousse à oublier les leçons du passé. Ces mots, d'apparence bienveillante, dissimulent une critique évidente. Depuis son départ du Royaume-Uni, Harry s'est construit en opposition au système qu'il juge oppressif et émotionnellement stérile. Dans ses mémoires Spare, il avait déjà évoqué Camilla comme dangereuse, une femme prête à sacrifier n'importe qui pour redorer son image auprès de la presse. Son absence prolongée lors des récentes cérémonies officielles, son silence durant les visites d'État et son refus d'assister à certains événements royaux en disent long sur la fracture. Les analystes voient dans la déclaration de Charles une tentative de réconciliation déguisée, une manière de rappeler à ses fils que la stabilité de la monarchie dépend de leur unité. Mais le résultat semble inverse. Alors que William se replie dans le devoir, Harry s'enfonce dans la distance. Entre eux, aucune communication directe n'aurait eu lieu depuis des mois. Les échanges se feraient par intermédiaires, preuve d'un froid devenu structurel. Un palais fracturé. À Buckingham Palace, la déclaration du roi a provoqué un effet domino. Les conseillers de William redoutent une nouvelle guerre d'images. Ceux de Charles insistent sur le caractère strictement personnel du texte. Les équipes de communication, quant à elles, s'efforcent de minimiser les tensions, tout en maintenant la cohérence du récit public. Un ancien membre du personnel de la cour résume:
Le roi agit comme un père amoureux, pas comme un chef d'État. Mais le palais doit gérer les conséquences politiques de ses émotions. Et dans les rédactions londoniennes, on évoque déjà une crise silencieuse. La monarchie, si habile à gérer le protocole, semble désarmée face à l'intimité rendue publique. Les réseaux sociaux amplifient le moindre geste. Une absence, un regard, un mot deviennent des signes interprétés de loyauté ou de trahison. Les divisions internes rappellent à certains observateurs le traumatisme du Megxit. À l'époque déjà, le manque de communication entre Charles, William et Harry avait entraîné une rupture irréversible. Aujourd'hui, l'histoire semble se répéter, mais avec une gravité supplémentaire, celle de la santé déclinante du roi. Un héritage émotionnel et politique. Au-delà du drame familial, c'est la question de l'héritage institutionnel qui préoccupe les analystes. Le rôle de la reine consort après le règne de Charles n'a pas de précédent clair. Certains constitutionnalistes estiment que, si elle reste figure publique, elle pourrait influencer indirectement la perception du nouveau roi. Il y aurait deux reines à la fois dans l'imaginaire collectif. Camilla, figure de mémoire, et Catherine, l'épouse du nouveau souverain. Cela créerait une confusion symbolique, explique l'historien Robert Lacey. La situation rappelle celle de la reine-mère, Elizabeth Bowes-Lyon, qui, après la mort de George VI, avait conservé une influence morale majeure sur la couronne. Mais à la différence de Camilla, elle était la mère du souverain, non son héritière d'amour. Ce précédent ne suffit donc pas à apaiser les inquiétudes. D'un point de vue plus large, cette déclaration marque une nouvelle étape dans la transformation du pouvoir royal. L'émotion y remplace peu à peu la distance protocolaire. Charles III, roi de cœur avant d'être roi de droit, redéfinit la monarchie selon des codes affectifs. Ce changement, salué par certains comme une humanisation bienvenue, inquiète d'autres qui y voient une dilution du sacré monarchique. Le spectre de Diana. Derrière chaque discussion, chaque polémique, son nom revient comme un écho. Diana. La princesse disparue demeure l'ombre tutélaire du récit royal, celle que ni les années ni les couronnements ne parviennent à effacer. Les tabloïds rappellent son sourire, ses combats, son charisme. Le public continue de la considérer comme la véritable reine des cœurs. Dans ce contexte, toute tentative de redéfinir l'héritage sentimental du trône se heurte inévitablement à sa mémoire. Un éditorialiste du Guardian conclut avec ironie: Charles voulait réhabiliter l'amour dans la monarchie. Il a simplement rouvert les blessures d'un royaume qui n'a jamais fait son deuil. Ainsi, la déclaration qui devait sceller la paix des sentiments a ravivé la guerre des symboles. Et tandis que le roi s'isole dans le silence de ses résidences, le palais, lui, continue de trembler sous le poids d'un passé que nul ne parvient à refermer. Une monarchie à la croisée des chemins. Depuis la déclaration royale, les jours passent, mais le climat au palais reste suspendu. Entre inquiétude pour la santé du roi et incertitude sur la continuité du trône, le Royaume-Uni observe sa monarchie comme on scruterait une maison centenaire qui tremble sous un vent nouveau. L'annonce du souverain n'a pas seulement bouleversé l'ordre affectif de la famille royale, elle a rouvert un débat politique et identitaire sur l'avenir même de la couronne. Un roi affaibli mais déterminé. Malgré les rumeurs persistantes autour de son état de santé, Charles III continue d'assurer une partie de ses fonctions officielles. Ses apparitions publiques, plus rares, sont soigneusement encadrées. Cérémonies limitées, discours brefs, gestes mesurés. Mais selon plusieurs correspondants du Guardian, le monarque refuse toute idée d'abdication anticipée. « Je reste au service de mon peuple tant que ma voix me le permettra », aurait-il confié à un proche conseiller. Ce sens du devoir, hérité de sa mère, se heurte cependant à une réalité physique et politique plus fragile. Le Royaume-Uni traverse une période de désaffection vis-à-vis de la monarchie. Scandales financiers, divisions générationnelles et crise économique érodent l'aura symbolique de la couronne. Pour la première fois, une majorité de jeunes Britanniques se déclarent favorables à un système républicain.
Dans ce contexte, la volonté de Charles de protéger Camilla apparaît presque anachronique. Mais pour le roi, cette fidélité n'est pas seulement sentimentale, elle est stratégique. Camilla incarne à ses yeux la continuité d'un modèle fondé sur la constance et la retenue. Ce n'est pas une reine politique, c'est une reine silencieuse, souligne un biographe royal. En la plaçant au centre de son testament moral, le roi veut rappeler que la stabilité repose sur la loyauté, pas sur la popularité. Le rôle ambigu de la reine consort, Camilla, depuis cette annonce, évite toute apparition publique non essentielle. Elle reçoit néanmoins, chaque matin, les dépêches officielles et les notes des secrétaires privés du roi. Elle agit de fait comme une co-souveraine invisible. Les ministres la consultent parfois, les ambassadeurs sollicitent son appui discret. Sans détenir le moindre pouvoir constitutionnel, elle influence déjà les coulisses de la diplomatie royale. Cette proximité interroge. Dans une monarchie parlementaire où le pouvoir réel appartient au gouvernement, la reine consort n'a théoriquement qu'un rôle d'accompagnement. Mais la personnalité de Camilla, son intelligence sociale et sa patience en ont fait une interlocutrice écoutée. Un diplomate européen confie sous couvert d'anonymat. Elle n'intervient jamais directement, mais elle oriente subtilement les décisions. Son autorité morale s'impose là où le protocole ne suffit plus. Les observateurs y voient une évolution silencieuse du rôle féminin au sein de la monarchie. D'une épouse effacée, Camilla est devenue une actrice de la stabilité institutionnelle. Pourtant, cette ascension ne plaît pas à tout le monde. Au sein du Commonwealth, certains dirigeants s'interrogent sur la pertinence d'une monarchie incarnée par un couple vieillissant, éloigné des réalités contemporaines. Une monarchie en quête de sens. Le débat dépasse désormais la question du couple royal. Il touche à la nature même de la monarchie britannique au XXIe siècle. Peut-elle continuer à exister comme symbole de cohésion dans un royaume fragmenté par les crises? L'Écosse, plus que jamais tentée par l'indépendance, remet en cause son lien avec la couronne. L'Australie et la Jamaïque envisagent ouvertement de devenir république. Dans ce contexte, le geste du roi prend une dimension presque existentielle. Il s'agit de préserver un héritage, non d'imposer un modèle. Les historiens rappellent que chaque monarchie traverse un moment de doute où le mythe doit se réinventer. Pour Charles, ce moment est venu trop tôt, dans une ère de transparence médiatique où chaque émotion devient affaire d'État. Là où Élisabeth II cultivait le mystère, son fils choisit la sincérité. Mais cette sincérité, aussi noble soit-elle, expose la monarchie à la vulnérabilité du cœur humain. Le professeur David Starkey, spécialiste de la royauté britannique, résume le dilemme. Charles a voulu humaniser la couronne. Il risque de la rendre mortelle. Le choc des générations et le futur incertain. Le prince William, malgré ses réserves, reste la figure d'un futur plus mesuré. Son épouse Catherine incarne la modernité sans rupture, la dignité sans provocation. Leur popularité demeure solide, mais le poids de la continuité qu'ils devront assumer semble s'alourdir à mesure que le règne de Charles s'affaiblit. En parallèle, le couple Sussex, depuis les États-Unis, continue d'alimenter une narration alternative, celle d'une monarchie en crise morale. Leur influence médiatique, amplifiée par les plateformes numériques, façonne désormais la perception internationale de la famille royale. Entre ces deux pôles, tradition et rupture, Charles tente d'imposer un équilibre fragile, conscient que chaque faux pas pourrait accélérer l'érosion de la monarchie. L'avenir immédiat dépendra de sa capacité à apaiser les divisions internes tout en modernisant le récit royal. Certains proches évoquent déjà l'idée d'une monarchie apaisée, recentrée sur le service public et les causes humanitaires. D'autres, plus pessimistes, parlent d'un déclin inévitable d'une institution qui n'a plus d'écho dans un monde sécularisé. L'héritage d'un règne inachevé. L'histoire retiendra peut-être ce moment comme celui où le roi Charles, dans un dernier acte de lucidité, a choisi l'amour plutôt que le silence, le cœur plutôt que la tradition.
Mais pour beaucoup de Britanniques, la question demeure: peut-on diriger une monarchie avec les émotions d'un homme ordinaire? Dans les couloirs feutrés du palais, les conseillers continuent de rédiger les bulletins officiels, tandis qu'au dehors, la presse scrute chaque ride, chaque absence, chaque mot. Le royaume, lui, observe, partagé entre affection, lassitude et curiosité. La déclaration de Charles Treur restera sans doute comme l'un des épisodes les plus personnels de l'histoire contemporaine de la couronne. Derrière la façade d'or et de velours, elle révèle un roi conscient de sa fragilité, une reine consort devenue symbole de fidélité et une monarchie en quête d'équilibre entre émotion et devoir. Le Royaume-Uni acceptera-t-il cette nouvelle ère monarchique fondée sur la sincérité et le sentiment? Ou bien verra-t-il dans cette confession publique le signe d'un affaiblissement irréversible du mythe royal?